Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter les notions de sciences physiques pour ce premier chapitre du thème 1 d'enseignement scientifique, une longue histoire de la matière. Et ce chapitre s'intitule Les éléments chimiques constituants de la matière. Alors pour cette partie physique, on va s'intéresser à l'origine de la matière. Mais qu'est-ce que c'est la matière? Eh bien, vous avez vu depuis le collège que la matière, qu'elle soit vivante ou non, est constituée de molécules. Et ces mêmes molécules sont elles-mêmes constituées d'atomes. Alors, si on s'intéresse aux atomes présents dans l'univers, et plus particulièrement sur Terre, eh bien, finalement, on n'en dénombre pas tant que ça. Il existe une centaine d'atomes différents sur Terre et dans l'univers. Ces atomes, ce sont les éléments chimiques qui sont recensés dans la classification. Alors, si on s'intéresse au noyau d'un atome, eh bien, vous avez vu depuis le collège que le noyau d'un atome possède des nucléons. Le nombre de nucléons est désigné par la lettre A, qu'on appelle également nombre de masse. Ça, vous l'avez vu en seconde. Donc le nombre de masse A désigne le nombre de nucléons. Dans la représentation symbolique du noyau, il apparaît en haut à gauche. Alors, parmi les nucléons, on a dit qu'il existe les protons et les neutrons. Les protons, eux, sont désignés, enfin le nombre de protons est désigné par la lettre Z, qu'on appelle également numéro atomique. Donc Z, le numéro atomique qui désigne le nombre de protons. Et vous avez dans cette représentation symbolique ici le symbole de l'élément chimique. Alors par exemple, vous avez le symbole H pour l'hydrogène, He pour l'hélium, C pour le carbone, Al pour l'aluminium, Fe pour le fer, etc., etc. Donc ça, le symbole de l'élément chimique. Alors ce qui peut être remarquable quand même, c'est que quand on voit sur Terre la diversité de types de matières qui existent finalement, cette diversité, elle n'est qu'une combinaison finalement que d'une centaine d'atomes différents. À partir de cette centaine d'atomes, eh bien, vous avez malgré tout une diversité au niveau de la matière qui est assez conséquente. Alors retenons maintenant numéro atomique et nombre de masse. Le numéro atomique grand Z correspond au nombre de protons et vous l'avez vu en seconde, il détermine l'élément chimique. Par exemple, l'élément hydrogène est caractérisé par Z égale 1. Chaque noyau d'hydrogène a un proton. L'élément carbone est caractérisé par Z égale 6. Chaque noyau de carbone a 6 protons. Pour l'aluminium, par exemple, c'est Z égale 13, 13 protons. Nombre de masse, grand A, correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire l'ensemble des protons et des neutrons. Donc ça, c'est ce que vous avez vu en seconde. Maintenant, une nouveauté pour cette année en enseignement scientifique, le terme isotope. Alors pour le comprendre, on va partir d'un exemple. Les noyaux d'hélium He4,2 et He3,2. Alors, si je regarde ici la valeur en bas à gauche, donc j'ai 2, ça veut dire que le numéro atomique Z est égal à 2 pour ces deux noyaux. Comme Z est égal à 2 pour ces deux noyaux, ce sont bien des noyaux d'hélium. Pour l'hélium, l'hélium est caractérisé par un numéro atomique Z égal à 2. Donc les deux correspondent au même élément chimique, hélium. Seulement le noyau He4,2, il possède 4 nucléons, alors que le noyau d'hélium 3,2, il en possède 3. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas rencontré en seconde. Finalement, vous pouvez avoir deux noyaux d'atomes qui ont le même nombre de protons et sont donc représentants du même élément chimique, vont avoir le même symbole, mais des nombres de nucléons différents. Alors, nombre de nucléons différents, mais on peut préciser, ça diffère en fait par les neutrons. Oui, puisque ce premier noyau a 2 protons, il possède donc 4 moins 2, c'est-à-dire 2 neutrons. Donc le premier noyau, il a 2 protons et 2 neutrons, tandis que ce noyau-ci, l'hélium 3,2, lui, il possède 2 protons, mais 3 moins 2, 1 neutron. Donc le premier noyau a 2 protons et 2 neutrons, le deuxième on a 2 protons et un seul neutron. Ces noyaux sont isotopes,
ils ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. C'est la définition de deux noyaux isotopes. Donc ça, c'est une nouvelle définition à retenir. Maintenant que nous avons fait ces rappels sur la matière, comment les éléments ont-ils été créés? Alors nous avons vu une première vidéo sur le Big Bang et nous avons vu que quelques minutes après le Big Bang, les premiers noyaux d'atomes sont apparus, principalement de l'hydrogène, mais aussi un peu d'hélium et de lithium. Et ce sont des éléments légers, c'est-à-dire que les noyaux d'hydrogène, d'hélium et de lithium comportent un nombre faible de nucléons. Pour information, pour l'hydrogène, Z égale 1 proton, l'hélium, Z égale 2 protons, le lithium, 3 protons. Alors, comment sont apparus la Terre mais également on va dire toute la structure de l'univers, les étoiles, les galaxies, etc. Comment les éléments plus lourds, comme le fer, sont apparus? Alors, vous l'avez vu à travers les vidéos que vous avez visualisées au CDI. Donc, les premiers noyaux d'hydrogène, ils se sont regroupés sous l'effet de la gravitation. Ces noyaux, sous l'effet de la gravitation, se sont regroupés. Et aux endroits où ça s'est regroupé, la matière est devenue plus dense. Donc ces noyaux légers, ils sont très regroupés, c'est dense. La température va augmenter de manière très importante, elle va atteindre plusieurs millions de degrés. Et à cette température-là, ce qui se passe, c'est que deux noyaux d'hydrogène peuvent fusionner. Alors si je regarde ces deux noyaux d'hydrogène, H3,1 et H2,1, eh bien, je peux dire qu'ils sont isotopes. On voit qu'on a le même nombre de protons, un proton. Comme Z égale 1, ce sont bien des représentants de l'hydrogène. 3 nucléons, donc ce premier noyau il a 2 neutrons. Et 2 nucléons, ce deuxième noyau il a un seul neutron. Alors, ces deux noyaux vont fusionner. Et en fait, en fusionnant, ça va créer un noyau d'hélium 4,2, ainsi qu'un neutron qu'on représente de la manière suivante, N10. En fait, N pour le symbole du neutron. Et puis, comme c'est un neutron, voilà, c'est comme si c'était un noyau qui ne contenait aucun proton. Donc Z égale 0, il n'y a pas de proton. Et le nombre de nucléons est égal à 1, puisqu'il n'y a qu'un seul nucléon, c'est un neutron. Donc, quand on regarde cette équation, on constate la chose suivante, c'est que si j'additionne le nombre total ici de nucléons, 3 plus 2, j'ai 5 nucléons. Et à droite, c'est la même chose, 4 plus 1, 5 nucléons. Ici, si je compte le nombre de protons, j'en aurai 2. Et là, 2 plus 0 également. Donc en fait, on voit ici qu'il y a conservation du numéro atomique et également conservation du nombre de masse, c'est-à-dire conservation du nombre de protons et du nombre de nucléons au total. Alors, ici, lors de cette fusion, eh bien finalement, des noyaux d'hydrogène fusionnent pour créer de l'hélium. Donc un nouvel élément chimique apparaît. À partir d'hydrogène, on fabrique de l'hélium. Alors ça, c'est très différent de ce que vous avez rencontré en seconde, puisque en seconde, vous avez vu que lors d'une réaction chimique, il y avait conservation des éléments. Si vous aviez du cuivre à gauche, vous deviez avoir du cuivre à droite. Si vous aviez du carbone dans les réactifs, vous deviez avoir du carbone parmi les produits. Et bien là, c'est très différent, puisqu'en fait, vous avez à gauche les éléments hydrogène, et bien vous n'avez pas à droite les éléments hydrogène, vous avez de l'hélium. Il y a création d'un nouvel élément chimique. La fusion crée de nouveaux éléments. Alors, dans un premier temps, les étoiles font cela. Elles transforment finalement l'hydrogène en hélium par fusion nucléaire. Mais lorsque l'étoile va arriver en fin de vie, elle va évoluer en géante rouge. C'est ce qui va se passer avec notre Soleil. Il va évoluer en géante rouge. Sa température va encore augmenter. Et à partir de là, il sera capable de fusionner les noyaux d'hélium entre eux. Et en fusionnant les noyaux d'hélium entre eux, ça va créer des éléments plus lourds. À partir de ces nouveaux éléments créés, ils vont également fusionner avec d'autres noyaux d'hélium ou d'hydrogène et ça va créer tous les noyaux plus lourds jusqu'au fer avec 26 protons. Donc finalement,
Les éléments les plus lourds, eh bien, ils sont créés dans les étoiles lorsque l'étoile arrive en fin de vie. Alors, cela va expliquer la création des noyaux lourds jusque 26 protons. Comment les éléments encore plus lourds ont été créés? Eh bien là, ce sont des phénomènes assez exceptionnels qui vont demander des températures encore plus élevées. Et ces événements exceptionnels, c'est par exemple les explosions des supernovas. Les supernovas, ce sont des étoiles très très massives et lors de leur explosion, la température est tellement importante que des noyaux plus lourds peuvent être créés. D'autres phénomènes encore plus exceptionnels, ce sont les collisions d'étoiles à neutrons. Lors de la collision de deux étoiles à neutrons, la température est tellement élevée que on peut avoir par fusion nucléaire apparition de noyaux plus lourds, comme par exemple les atomes d'or. Donc voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que finalement, les éléments, ils ont été créés, ils sont créés dans les étoiles par fusion nucléaire. Les premières étoiles ont transformé l'hydrogène en hélium. La plupart des étoiles font également cela, comme notre Soleil en ce moment. Elles évoluent en géantes rouges, fabriquent des éléments plus lourds, et les éléments les plus lourds de la classification, eux, sont créés lors de phénomènes, on va dire, plus exceptionnels, comme les supernovas ou la collision d'étoiles à neutrons. Alors, ce qu'il faut également retenir, c'est que d'où vient la Terre, d'où vient le Soleil, eh bien, c'est les premières étoiles de l'univers, lorsqu'elles ont transformé tout l'hydrogène en hélium, eh bien, elles ne peuvent plus entretenir cette fusion. Et donc, tout ce que a créé une étoile va se retrouver dans l'espace. Les résidus des étoiles mortes, des premières étoiles mortes, se retrouvent dans l'espace. Cela forme ce qu'on appelle des nébuleuses. Voilà, le terme m'échappait. Donc c'est la forme des nébuleuses. Et au niveau de ces nébuleuses, la matière va se condenser sous l'effet de la gravitation. Ça va créer une nouvelle étoile. Et c'est comme ça que notre Soleil est apparu, à partir d'une nébuleuse qui s'est contractée sur elle-même. Ça crée au centre une nouvelle étoile, le Soleil. Et autour du Soleil qui est apparu, la matière qui n'a pas pu s'agglomérer au centre, elle s'est agglomérée en plusieurs planètes, dont la Terre. Donc la Terre et le Soleil se sont formés à partir des résidus des premières étoiles, et cela il y a à peu près 5 milliards d'années. Alors par rapport à ce qu'on vient de voir juste avant, on va s'intéresser à la définition d'une fusion nucléaire. Eh bien, une fusion nucléaire, c'est un processus par lequel deux noyaux légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Ce n'est pas une réaction chimique, parce qu'il n'y a pas conservation des éléments, de nouveaux éléments apparaissent, c'est une réaction nucléaire qui fait intervenir les noyaux des atomes. Par exemple, la fusion d'un noyau d'hélium 4,2 avec un noyau de beryllium 8,4 va donner un noyau de carbone 12,6. On vérifie, il y a bien conservation du nombre total de nucléons. 8 plus 4, ça fait 12 nucléons qu'on retrouve ici pour le nouveau noyau de carbone qui apparaît. 2 plus 4, 6 protons. On voit bien que ce noyau de carbone qui apparaît comporte bien 6 protons. Donc ça, ce genre de réaction de fusion nucléaire ici, c'est par exemple une réaction qui va se produire dans une étoile qui a évolué en géante rouge. Elle va transformer l'hélium qu'elle contient, elle va fusionner l'hélium et le beryllium qu'elle contient pour former un noyau plus lourd ici de carbone. Partie petit c maintenant, instabilité des noyaux et radioactivité. Alors les noyaux, on vient de le voir, ont été créés, les noyaux d'atomes ont été créés dans les étoiles. Et les noyaux qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont des noyaux qui ont été créés dans des étoiles il y a de cela plus de 5 milliards d'années. Mais ces noyaux, est-ce qu'ils sont éternels? Eh bien, certains, oui, ils vont toujours être présents, et d'autres sont instables, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer, ils vont se transformer. Alors, les noyaux instables vont toujours se finir par se transformer en un noyau plus stable.
on dit qu'il se désintègre. Et cette désintégration s'accompagne de l'émission d'un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement électromagnétique, on l'appelle radioactivité. Alors, par exemple, le noyau d'uranium-238, vous avez souvent entendu que l'uranium c'est radioactif, et bien l'uranium-238 se désintègre en produisant un noyau d'hélium-4. Et le noyau d'hélium-4, on appelle ça, pour info, la particule alpha. Alors l'équation, elle n'est pas à retenir, mais c'est un exemple ici pour bien comprendre. Elle est la suivante. Donc le noyau instable d'uranium-238, 238 pour le nombre de nucléons, 92 pour le nombre de protons, il va se transformer, il est susceptible de se transformer en noyau de thorium 234-90 avec un noyau d'hélium 4,2. Là aussi, si on regarde le nombre total de nucléons, 234 plus 4, on retrouve 238 nucléons qu'on avait au départ. Pour le nombre de protons, 90 plus 2, 92 protons qu'il y avait au départ pour ce noyau d'uranium. Alors, lorsque le noyau de thorium apparaît, eh bien, il a un peu trop d'énergie. Et en fait, cet excédent d'énergie va se transformer en rayonnement. C'est un rayonnement électromagnétique. Et c'est ce rayonnement électromagnétique qui est dangereux pour l'être humain. C'est ça qui fait que la radioactivité est quelque chose qui est dangereux. Alors, ça ici, c'est l'équation d'une désintégration. Ce noyau d'uranium, à quel moment il va se désintégrer? Eh bien, on ne peut pas le dire. C'est un phénomène aléatoire. C'est-à-dire que il va finir par se désintégrer, mais on ne sait pas quand. C'est lié aux lois statistiques, aux lois de probabilité. Donc on ne peut pas prévoir quand un noyau radioactif va se désintégrer. Il s'agit d'un phénomène aléatoire. On dit qu'une désintégration est une réaction spontanée. Ça veut dire spontanée, ça veut dire c'est une réaction qui se fait tout seul sans intervention de l'homme. Le noyau va se désintégrer à un instant donné, comme ça, au hasard. C'est un phénomène aléatoire. Par contre, ce qu'on peut étudier, c'est la décroissance radioactive. Ce qu'on observe, c'est que si par exemple on a N0 noyau radioactif au départ, eh bien ces N0 noyaux radioactifs vont se désintégrer. Certains noyaux vont se désintégrer au fur et à mesure du temps et donc il va nous en rester de moins en moins. Donc cette courbe-là, elle ressemble beaucoup à la courbe que vous aviez obtenue lorsque vous aviez lancé les dés pour la première activité. Vous aviez retiré les dés qui affichaient la valeur 1 et vous aviez de moins en moins de dés. Alors l'évolution, c'était pas une évolution qui se faisait c'était pas une évolution linéaire, on n'a pas une droite. On a cette évolution comme ceci. En fait, cette courbe, c'est une exponentielle négative. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, mais voilà, ces lois de décroissance radioactive nous donnent des courbes très particulières qui sont des exponentielles et on a ce type d'évolution. Donc on voit qu'au départ, finalement, ça diminue assez vite et au fur et à mesure, finalement, le nombre de noyaux qui se désintègrent est de plus en plus faible. Alors, on va en fait finalement pas mal utiliser ces courbes de décroissance radioactive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on va repérer l'instant où il ne restera plus que la moitié des noyaux du départ. Donc, la moitié des noyaux du départ, si j'avais N0 noyaux au départ, la moitié se sont désintégrés, il m'en reste donc N0 sur 2. Et on va repérer le temps pour lequel il nous reste la moitié des noyaux. Ce temps pour lequel il reste la moitié des noyaux présents au départ, c'est ce qu'on appelle la demi-vie. Et la demi-vie, on la note T1,5. On va bien retenir que la demi-vie, ça correspond au temps au bout duquel la moitié des noyaux du départ se sont désintégrés. Cette définition, on va la noter. La demi-vie d'un échantillon radioactif correspond au temps au bout duquel la moitié des noyaux de cet échantillon radioactif se soit désintégrés. Alors si on regarde quelques demi-vies de corps radioactifs,
par exemple le polonium-212, sa demi-vie est très faible, 3-10-7 secondes. C'est-à-dire que la virgule qui est là, vous devez la décaler de 7 rangs, donc ça fait un temps très 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 faible, 7 rangs vers la gauche bien sûr. L'iode 131 a une demi-vie, là aussi, finalement pas très importante, 8 jours. Au bout de 8 jours, vous pouvez considérer que l'iode 131 est déjà beaucoup moins radioactif. Maintenant, si je regarde, par exemple, les déchets nucléaires des centrales, comme l'uranium 238, nous avons une demi-vie de 4,5 fois 10 puissance 9 ans, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années. Et donc ça, c'est un vrai problème de l'industrie nucléaire, c'est que les déchets radioactifs des centrales restent radioactifs pendant très longtemps. Au bout de 4,5 milliards d'années, pour un échantillon d'uranium 238, il restera encore la moitié des noyaux qui sont encore susceptibles de se désintégrer. Voilà pour la demi-vie on va dire, des noyaux instables. Maintenant, nous allons mettre en application les notions qu'on vient de rencontrer à travers un premier exercice, donc qui concerne le césium-137. C'est l'un des principaux déchets radioactifs produits par les centrales nucléaires. Sa courbe de décroissance radioactive est la suivante. Donc, on a ici le nombre de milliards de noyaux de césium en fonction du temps. Et comme le césium-137 est radioactif, les noyaux se désintègrent. Suivant la courbe de décroissance radioactive, on observe une courbe comme ceci. On nous demande ici de déterminer la demi-vie du césium-137. Alors ça, c'est une question très classique que vous allez rencontrer en évaluation. Pour trouver la demi-vie du césium-137, il suffit de regarder en fait le temps au bout duquel la moitié des noyaux auront disparu. Donc on a au départ 1000 milliards de noyaux. La moitié ayant disparu, il nous en reste donc 500 milliards. 500 milliards de noyaux qui sont encore présents. Et donc, si on regarde sur la courbe, le temps correspondant, c'est tout simplement 30 ans. Donc au bout de 30 ans, il y a déjà la moitié des noyaux qui se seront désintégrés. Et voilà pour la demi-vie du césium-137. Elle est égale à 30 ans. Question 2. Au bout de combien de temps la proportion de césium restant dans l'échantillon est-elle égale à 25% pour le petit a, 12,5% pour le petit b et 6,125% pour le petit c? On va donc ici s'intéresser au cas petit a, 25%. Donc 25% de 1000 milliards de noyaux, ça correspond tout simplement à 250 milliards de noyaux. Donc on est ici sur le nombre de noyaux restants. Sur les 1000 milliards de noyaux au départ, il nous en reste 25%, c'est-à-dire 250 milliards de noyaux. Et on voit grâce à la courbe que ça correspond à un temps de 60 ans. Ça veut donc dire que c'est au bout de 60 ans qu'il nous reste 250 milliards de noyaux. On va avoir le même raisonnement avec le cas petit b. Finalement, la difficulté ici, c'est juste de transformer ce pourcentage en nombre de noyaux. Donc 12,5% des 1000 milliards de noyaux initiaux, ça correspond à 125 milliards de noyaux. On est donc ici au niveau de l'axe des ordonnées, 125 milliards de noyaux. Et si on répertorie ça sur la courbe, on trouve un temps de 90 ans. Donc au bout de 90 ans, finalement, il reste 12,5% des noyaux initiaux. Enfin, même raisonnement avec le cas petit c, 6,125% des 1000 milliards de noyaux initiaux, ça correspond à 61,25 milliards de noyaux. On est ici sur la courbe et on voit que ça correspond à un temps de 120 ans. Donc ici, 61,25 milliards de noyaux. Et donc, au bout de 120 ans, il ne restera plus que 6,125% des noyaux initiaux. Alors, dernière notion pour ce chapitre que vous n'avez pas rencontré dans les activités. On va maintenant s'intéresser au nombre de noyaux qui restent, un nombre de noyaux radioactifs qui restent après un certain nombre de demi-vies. Alors, comme on l'a vu, au bout d'une demi-vie, on sait qu'il
il reste la moitié des noyaux initialement présents. Donc si j'avais n0 noyaux au départ, il m'en reste n0 sur 2. Maintenant, imaginons qu'à partir de cet instant-là, il y a à nouveau une demi-vie qui s'écoule. Donc par rapport à l'instant 0, ça équivaut à 2 demi-vies. Je vais m'intéresser à ce qui se passe entre ces deux intervalles. J'avais ici n0 noyaux sur 2. Comme une nouvelle demi-vie s'est écoulée, ce nombre de noyaux ici a à nouveau été divisé par 2. Il m'en reste donc n0 sur 4. Ce que je peux dire, c'est que au bout de 2 demi-vies, il me reste n0 sur 4 noyaux. Il vient d'où ce n0 sur 4 noyaux? Eh bien, c'est les n0 sur 2 que j'avais ici, après une demi-vie, qui ont été divisés par 2. Donc n0 sur 2, encore divisé par 2. Eh bien, faire n0 divisé par 2 divisé par 2, ça revient à faire n0 divisé par 2 au carré. Et 2 au carré, c'est bien 4. Donc on voit qu'après 2 demi-vies, le nombre n0 de noyaux du départ est divisé par 2 au carré. Regardons maintenant ce qui se passe après 3 demi-vies. Donc, on est à n0 noyaux sur 4. Une nouvelle demi-vie s'écoule d'un point de vue temporel. Et donc, les n0 noyaux sur 4, ici, le nombre de noyaux restants va encore être divisé par 2. Donc, n0 sur 4 divisé par 2, ça me donne n0 sur 8. Et donc, après 3 demi-vies, finalement, je peux dire que n0 sur 4 divisé par 2, ça revient à faire n0 divisé par 2 au carré, encore divisé par 2. Finalement, après 3 demi-vies, j'ai divisé 3 fois par 2 le nombre initial de noyaux qu'il y avait au départ. Et donc, ça équivaut à n0 sur 2 au cube. Finalement, on voit que après 2 demi-vies, on divise par n0 sur 2 au carré. Après 3 demi-vies, on divise le nombre initial par 2 au cube. Et bien ce résultat, on va pouvoir le généraliser. Au bout de n demi-vies, il restera n0 sur 2 puissance n noyaux. Prenons un exemple. Au bout de 5 demi-vies, il me restera n0 divisé par 2 puissance 5 noyaux. Alors on va mettre ça en application avec un deuxième exercice. Avant de faire l'exercice, nous allons bien noter donc que le nombre grand N de noyaux restant après n demi-vie est égal à n0 divisé par 2 puissance n. n0 étant le nombre de noyaux présents au départ. L'exercice. L'oxygène 15 est un isotope radioactif de l'oxygène utilisé pour visualiser le fonctionnement du cerveau. Sa demi-vie est égale à 2 minutes. On injecte au patient un volume égal à 1024 noyaux d'oxygène 15. Combien reste-t-il de noyaux d'oxygène 15 après 2 minutes, 4 minutes, 10 minutes et 20 minutes? Alors il suffit juste d'appliquer la formule qu'on vient de voir ici. Donc après 2 minutes, 2 minutes ça correspond finalement à la demi-vie de cet oxygène 15. On avait 1024 noyaux au départ, une demi-vie s'est écoulée, il ne nous reste donc que la moitié des noyaux présents initialement. Donc après 2 minutes, ce temps correspond à une demi-vie de l'oxygène 15. Il reste donc la moitié des noyaux initialement présents, soit 1024 divisé par 2, 512 noyaux restants. Après 4 minutes, eh bien 4 minutes, c'est 2 demi-vies. 2 demi-vies, donc il y aura 1024 noyaux présents au départ, divisé par 2, c'est-à-dire divisé par 2 au carré. Ce qui nous fait 256 noyaux restants. 10 minutes correspond à 5 demi-vies. On a 5 fois 2 minutes dans 10 minutes. Donc 5 demi-vies. Il va donc rester 1024 divisé par 2 puissance 5, c'est-à-dire 32 noyaux restants. Enfin, au bout de 20 minutes, eh bien 20 minutes correspond à 10 demi-vies, 10 fois 2 minutes. Nous avions donc 10 demi-vies ici, après 20 minutes.
on va donc, le nombre de noyaux restants va être égal à 1024 divisé par 2 puissance 10, c'est-à-dire un noyau restant. Voilà pour ce deuxième exercice d'application. Ce chapitre est terminé. Je vous souhaite tous bon courage et à bientôt. Au revoir.